Je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne dédiée à l'entrepreneuriat, à l'état d'esprit et au développement personnel. De nos jours, de plus en plus de personnes cherchent à donner du sens à leur vie, notamment à travers leur activité professionnelle. Certains veulent exercer un métier qui a du sens pour eux, d'autres aspirent à devenir indépendants, et d'autres encore souhaiteraient changer de voie mais ne savent pas par où commencer, ne savent pas quoi faire. Et entre nous, c'est pas très surprenant vu qu'à l'école, on ne nous apprend pas du tout à nous connaître et à nous découvrir. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 6 conseils qui, selon moi, sont les plus utiles pour réussir une reconversion professionnelle et un changement de carrière. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes réussissent leur reconversion alors que d'autres échouent, que ce soit à court ou moyen terme? J'ai ma petite idée sur la question et je vais la partager avec vous. Mon premier conseil, et c'est le plus important je pense, c'est travailler sur soi pour bien se connaître. Pourquoi? Parce que cela permet d'identifier les situations, les contextes, les personnes où l'on se sent bien ou pas. C'est important de les connaître afin de savoir où l'on va pouvoir et devoir se diriger pour se sentir bien. Si j'aime me sentir connectée avec les autres, je vais privilégier les activités de groupe. A l'inverse, si je préfère être seule, je vais préférer me réfugier derrière mon ordinateur. Ce sont des conseils très basiques, mais c'est vraiment pour illustrer mon propos. Se connaître, ça passe par connaître ses valeurs. Connaître ses valeurs, ça permet de savoir ce qui nous met en mouvement. Il ne faut pas confondre nos valeurs avec nos principes, qui est très courant. La liberté, c'est un principe, la connexion est une valeur. L'honnêteté est un principe, la profondeur est une valeur. Les valeurs, c'est ce qui va nous mettre en mouvement. Les principes, c'est un petit peu comme les besoins, on va leur courir après, on va les réclamer. Par exemple, quand je pense aux choses que j'aimerais créer, je ressens du dynamisme dans mon corps. Quand je suis entourée de personnes qui vibrent avec moi, je me sens vibrer. Je peux être épuisée, mais si j'utilise ma valeur de connexion, je retrouve de l'énergie. Cela explique pourquoi, après de longues journées où j'ai apprécié ce que j'ai fait, j'ai encore énormément d'énergie. Tandis qu'une activité qui ne va pas correspondre à mes valeurs va m'épuiser. La liberté n'est pas une valeur, c'est quelque chose que je vais vouloir acquérir, que je vais vouloir obtenir pour me sentir bien. C'est là où réside la différence entre, selon moi, valeurs et principes. Sur Internet, on peut retrouver énormément de termes différents pour parler des valeurs. Si vous êtes donc épuisé après avoir fait une activité que vous pensiez aimer, il y a peut-être quelque chose que vous n'osez pas vous dire. Connaître ses valeurs, c'est vraiment connaître son essence, ce qui nous met en marche, en mouvement. Connaître sa personnalité MBTI, son énéagramme, sa façon de communiquer. Est-ce qu'on est plutôt visuel, auditif ou kinesthésiste? Ça, c'est le petit plus facile, c'est une solution qui vous est donnée pour vous permettre de mieux vous comprendre et de vous connaître sans avoir trop à creuser. L'être humain est très complexe, cependant, on peut tout de même distinguer plusieurs catégories en fonction des différentes personnalités, des différentes personnes et des différentes histoires. Ce sont des outils qui peuvent vous aider à vous diriger vers une activité ou une autre, ou un domaine en particulier plus qu'un autre. En ce qui me concerne, au niveau de ma personnalité MBTI, j'étais déjà en voie vers l'entrepreneuriat. Toutefois, j'ai quand même décidé de faire le test par curiosité, je l'ai fait il y a un peu plus d'un an, et je me suis rendu compte que j'étais ENTJ-A. Les ENTJ, ce sont des leaders, ce sont des commandants. Je suis donc fait pour l'idée, pour diriger, pour entreprendre. En PNL, je suis visuelle. Je suis une personne qui va donc énormément travailler avec des visuels et honnêtement, quand on voit mon bullet journal, on comprend direct. Dans le fait de bien se connaître, il y a le fait de connaître ses schémas. Je sais que ce premier conseil est un petit peu long, mais bien se connaître, ça englobe tellement de domaines que je suis obligée d'en parler, même de façon générale, pour que vous puissiez avoir vraiment le maximum d'informations. La vidéo est un petit peu longue, mais je vous assure qu'elle est super intéressante. Cette fois-ci, ça va être utile pour vous éviter de vous planter bêtement. Si vous faites du perfectionnisme, ça va être important de venir le conscientiser pour pouvoir éviter de vous auto-saboter et donc de vous freiner et de faire du surplace. Notre esprit va parfois venir mettre en place certains schémas comportementaux dont bien évidemment on a en général pas conscience. C'est tout l'intérêt du développement personnel et de travailler avec une personne tierce, c'est parce qu'elle est capable de voir le bouton qui est dans notre dos. Donc ayez conscience des choses qui peuvent venir vous freiner ou vous auto-saboter pour pouvoir dépasser ce schéma-là, mieux le comprendre et surtout continuer d'évoluer. Et ne pas refaire inlassablement toujours la même chose et donc toujours au final les mêmes erreurs. J'ai parlé du perfectionnisme parce que c'est l'exemple qui me parle le plus. Le perfectionnisme avant était quelque chose qui me freinait énormément et que je confondais avec le fait de bien faire les choses. Je confondais le perfectionnisme avec l'excellence. L'excellence est une qualité, le perfectionnisme c'est un défaut. La perfection en fait n'existe pas. Par conséquent, on va courir après une illusion. Et en général, plus on est perfectionniste,
puis on va venir retoucher les choses. Et là où on avait fait un bon boulot, à force de trop toucher, on va tout modifier et on va gâcher quelque part le travail qu'on a fait. Nous-mêmes, on va venir se perdre mentalement, on va plus savoir où on en est. On a retouché à tellement de choses que putain, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Et souvent, on va se dire tant que c'est pas parfait, tant que c'est pas bien fait, je ne vais pas le faire. Or, pour commencer, il faut faire. Et si on est pris dans le perfectionnisme, faire, ça peut parfois être dur tant que c'est pas parfait. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Cette vidéo, à l'heure à laquelle je la tourne, il y a presque rien qui va, mais c'est pas grave, je le fais quand même parce que sinon je le ferai jamais. Et le perfectionnisme, c'est quelque chose que j'ai vraiment pu conscientiser et dépasser il y a un peu plus d'un an lorsque j'ai fait le gros travail sur moi-même qui m'a permis de vraiment changer radicalement. Le piège aussi des schémas répétitifs, c'est qu'à la longue, ils vont venir nous décourager et renforcer des croyances négatives à notre égard qui ne sont pas vraies. Attention, il ne suffit pas seulement de connaître nos schémas pour aller plus loin et atteindre nos objectifs. Il se peut, même probable, que nous ayons à changer notre comportement. Toujours dans ce conseil numéro 1, il y a connaître les forces qui vous poussent. Derrière chaque comportement que l'on a se cache une force dans notre inconscient. Cette force, elle a été acquise pendant notre enfance grâce ou à cause de l'autorité qui nous a dirigés, éduqués. C'est comme ça qu'on se transmet des héritages familiaux en psychologie. Identifier ces messages vous permet de ne pas tomber dans des schémas de comportement qui vont vous nuire, qui ne vont pas vous permettre d'être vous et d'atteindre votre plein potentiel. Parce qu'une grande partie de notre personnalité aujourd'hui a été construite sur la base de ces messages. Or, ces messages nous ayant déconnectés de notre vraie identité, il est très probable que la personnalité que l'on a à l'âge adulte ne soit pas notre réelle identité, notre vrai self. On se crée ce qu'on appelle un faux self pour être accepté et aimé par nos pairs. Or, c'est problématique si ce faux self ne correspond pas à qui vous êtes vraiment. Et très souvent, tout le travail du développement personnel constitue à déconstruire ce faux self pour pouvoir toucher qui vous êtes vraiment dans votre cœur. Là, là. Parmi les messages contraignants, les principaux sont soyez fort, soyez parfait, soyez gentil, faites un effort. Connaître ses qualités et ses défauts. C'est toujours bon de les connaître et d'en être conscient afin de savoir ce qu'on va pouvoir apporter dans notre future activité et sur quelles choses on a encore une marge de progression. Avoir des défauts et des parts d'ombre, c'est ok, tout le monde en a, mais beaucoup de personnes refusent de les voir, refusent de les conscientiser et sont dans le déni par rapport à ça. Surtout, ne croyez jamais que vous n'avez rien à travailler chez vous, que vous n'avez pas de défauts ou que vos défauts ne vous impactent pas. Si vous n'avez pas fait de travail de conscientisation dessus, vous pouvez être sûr que vos défauts à l'heure actuelle vous nuisent. Je vais bientôt arriver à la fin de ce premier long conseil et la dernière partie, l'une des dernières parties, c'est connaître ses ressentis physiques. Aujourd'hui, dans notre société actuelle, on est complètement déconnecté de notre corps et de nos ressentis physiques. C'est incroyable à quel point on n'est pas connecté à ce corps physique, à notre enveloppe de chair. Donc je vous invite à faire un petit exercice et de vous reconnecter à votre corps là, maintenant, tout de suite. Mettez la vidéo sur pause et écoutez ce que vous dit votre corps. Est-ce que vous avez des tensions? Est-ce que vous avez une sensation de bien-être? Est-ce que vous avez faim, soif, froid? Est-ce que vous avez des douleurs quelque part dont vous ne vous étiez peut-être pas rendu compte avant? Appliquez ce même exercice lorsque vous êtes en présence de vos proches et notez ce que dit votre corps. Avoir du mal à respirer, ressentir un poids sur la poitrine, des mains, des jambes agitées, des tensions nerveuses sont autant de signes de notre corps et de notre esprit en réaction à des choses ou des personnes que l'on apprécie ou pas. Et là, je fais une petite parenthèse pour vous raconter. Pendant des années, j'ai cru apprécier certaines personnes, j'ai cru apprécier certains collègues. Et lorsque l'année dernière, je suis revenue dans mon corps et que je l'ai écouté et que j'ai écouté ce qu'ils me disaient en présence d'autres, je me suis rendu compte que des personnes que je pensais apprécier, et ben en fait, elles me mettaient mal à l'aise, que je n'étais pas bien physiquement en leur présence, alors que mentalement, j'étais convaincue de les apprécier. Pareil, je pouvais rentrer le soir, j'étais épuisée et pourtant je pensais apprécier ces personnes. Lorsque je suis revenue à mon corps physique et que j'ai été honnête avec moi-même, je me suis rendu compte que non, effectivement, avec ces personnes-là, j'étais mal à l'aise pour telle ou telle raison. Bon, bah du coup, j'ai pris mes distances. Et ce dont je vous parle, il y a une des situations, ça a été une situation professionnelle. Je travaillais avec un studio régulièrement, je pensais vraiment les apprécier et en fait, je me suis rendu compte que
Et elle me mettait mal à l'aise. Pour pareil, toujours des raisons dont j'étais parfaitement au courant, mais je faisais un petit peu l'autruche, je voulais pas voir les choses et j'étais tellement bien entre guillemets par rapport à tout ce que j'avais connu avant et j'atteignais un certain stade de ma vie, un certain niveau de vie. Je me disais mais c'est génial, je suis obligée là d'aimer. En fait non, je n'aimais toujours pas. Donc j'ai accepté d'être exigeante et de mentir encore. La raison pour laquelle je change de métier inclut la connaissance de mes valeurs, de ma personnalité, de mes schémas, des forces qui me poussent et qui me poussaient, de mes qualités, de mes défauts, mais aussi de mes ressentis physiques, ce dont je viens de vous parler par exemple. Ces aimants-là, ils permettent de mieux se comprendre et de choisir une reconversion professionnelle qui correspond à notre essence. On va pouvoir passer au deuxième conseil, c'est celui d'adopter le bon état d'esprit. C'est basique, oui, mais on le répétera jamais assez, si vous êtes pessimiste, vous n'irez nulle part dans la vie. Vraiment. Il va falloir adopter plusieurs choses. La première, déjà, dans le cadre d'une reconversion professionnelle, ça va être la foi. Si vous ne croyez pas à 1000% que cela est possible, si vous ne le ressentez pas au plus profond de votre être, c'est peut-être que c'est pas forcément votre truc ou pas encore le moment. Alors attention, je parle pas forcément de l'idée, mais je parle vraiment de cette envie de changer de métier ou d'entreprendre quelque chose. Vous devez sentir qu'il y a autre chose qui vous attend, que votre vie, elle est censée être autre chose que cette vie-là. En ce qui me concerne, ça faisait des années que ma mère me disait que je n'étais pas faite pour le salariat et que j'avais tout intérêt à devenir mon propre patron. Je ne savais pas du tout quoi faire, mais une chose était sûre quelque part, c'est qu'au final, j'étais d'accord avec elle. J'étais pas faite pour être salariée. Je croyais extrêmement fort que la vie n'était pas censée être métro, boulot, dodo tel que la société nous le vendait. Hors de question pour moi de passer 40 années de ma vie, 5 jours sur 7 pendant plus de 10 heures par jour à faire quelque chose qui ne me plaît pas, qui ne me nourrit pas. Enfin, pour moi, c'est vraiment une notion qui est aberrante de vivre comme ça, vraiment. Et je savais que la vie n'était pas censée être ça. Et c'est ce truc-là, au fond de moi, de savoir que la vie était plus que ça, qui m'a fait marcher vers trouver d'autres solutions que le salariat. Être coach de vie, le bullet journal, les produits que je vais créer, j'ai pas eu l'idée. Il y a 10 ans, j'ai eu l'idée. Il y a maintenant quelques années. Comment j'ai eu l'idée? En me connaissant mieux, en ayant expérimenté aussi l'entrepreneuriat et en ayant vu ce qui me plaisait ou pas dans le métier de maquilleuse et d'entrepreneur de façon générale. Il ne faut pas attendre que la bonne idée vienne. Mettez-vous en mouvement et la bonne idée viendra. Surtout que la bonne idée en soi n'existe pas, c'est ta bonne idée qui existe. La bonne idée aujourd'hui en 2023, elle n'existe plus. On a déjà tout fait, on a déjà tout dit ou presque, il n'y a rien de vraiment concrètement nouveau. Sauf les petits génies là de la tech qui vont nous inventer des trucs flous. Mais ne cherche pas the idea, ça sert à rien, il y a déjà quelqu'un qui l'a eu avant toi. Par contre, cherche ta bonne idée à moi. Je reviens encore une fois sur mon exemple. Ma bonne idée à moi, c'est le bullet agenda que j'ai créé. Ce produit-là, il est unique. On ne le trouve pas dans le commerce. Franchement, c'est vraiment un super bon produit, mais à aucun moment je me suis dit putain, je vais devenir créatrice de bullet agenda. C'est parce que la vie m'a fait expérimenter certaines choses que je me suis dit j'ai besoin de ce produit-là que je ne trouve pas, donc je vais le créer. Ça s'est fait naturellement et pourtant un bullet agenda, Dieu sait que c'est pas originel. Et pourtant, il l'est. Et comment j'en suis venue à l'idée du bullet agenda? C'est en entreprenant mon premier business qui était les cours de maquillage. J'avais besoin d'une bonne organisation, de visualiser mon année, mes projets et de, encore une fois, visualiser tout ce niveau dynamisme dans lequel j'entrais. C'est comme ça que j'ai créé le bullet agenda. Donc quelque part, c'est mon premier business qui m'a amené sur mon deuxième business. Bien que le métier de coach de vie soit un métier que j'ai envie de faire depuis très longtemps, depuis mes 20 ans, la thérapie, le coaching, c'est des choses que j'ai envie vraiment de faire, mais j'avais beaucoup de travail à faire sur moi avant de pouvoir être une bonne coach, une bonne thérapeute. Donc bah voilà, maintenant je fais le taf et je sais que je suis d'attaque à le faire. Donc il y a aussi le fait de se sentir prêt, mais bon, ça c'est encore autre chose. On n'est jamais vraiment prêt. Croyez-moi, cet été, j'étais pas prête comme je le suis encore et je suis pas prête aujourd'hui comme je le serai demain. En tout cas, ce qu'il faut retenir de ce conseil de la foi, c'est de savoir que c'est possible pour vous, quoi qu'en disent les autres. Une autre chose que vous devez posséder, c'est une bonne vision de la vie. Vous devez être positif, optimiste et entrepreneur. Rien que ça, ouais, je sais. Aucun de ces mots ne signifie naïf ou rêveur. On a tendance à croire et à soupirer et à lever les yeux lorsque les gens parlent de leurs rêves et de leurs envies en mode mais redescends sur terre.
Tu es irréaliste, rêver n'est pas irréaliste. Ce qui est irréaliste, c'est de croire que tu peux faire 1 million d'euros en 6 mois ou c'est de croire que faire un métier que tu n'aimes pas te rendra heureux tout au long de ta vie. Ça, c'est être naïf ou rêveur, très clairement. Par contre, croire que tes projets et tes rêves sont possibles parce que tu as des plans d'action, des moyens et l'envie de le faire, et ben là, c'est différent. Donc, keep going. Si vous voyez toujours le verre à moitié vide, ça va être difficile pour vous de surmonter les défis que vous allez rencontrer pendant votre conversion professionnelle. Savoir surfer sur la vague, danser sous la pluie, c'est l'une des qualités numéro 1 pour avancer et réussir dans la vie. Quel que soit le domaine, vie perso ou vie pro. Et si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, le cerveau c'est comme un muscle, ça se travaille. Il suffit de créer des nouvelles connexions neuronales et de les renforcer pour vous permettre d'adopter un nouvel état d'esprit et une nouvelle façon de penser. Rien n'est définitif dans la vie, sauf la mort. La troisième chose que vous devez posséder, c'est un certain goût pour le risque. Le risque n'est pas toujours fatal ou dangereux, mais par contre c'est vrai qu'il est effrayant. Il peut changer votre vie ou vous ouvrir de nouvelles portes, ou parfois, c'est vrai, vous faire perdre certaines choses. Mais cessez de penser aux échecs potentiels et pensez plutôt aux opportunités que vous risquez de manquer par peur de prendre un risque. Ce serait quand même dommage de passer à côté de belles choses juste parce que vous avez eu peur et que vous n'avez pas osé dépasser votre zone de confort. Mieux avoir des remords que des regrets. Cependant, le risque, il doit être plus ou moins calculé, du moins dans certains domaines quand même. Ne perturbez pas votre système nerveux en quittant du jour au lendemain votre travail, sans avoir au moins une vague idée de ce que vous allez faire, de ce vers quoi vous allez aller, et sans vraiment de ressources financières. Même si pour le coup, là, je suis mal placée pour pareil. Par contre, il faut quand même pas avoir peur de sauter dans le vide. Ça, c'était quelque chose qui me faisait énormément peur il y a quelques années, au moment où je devais cesser de toucher mon pôle emploi et vivre uniquement de mes revenus de maquilleuse. À cette époque-là, je n'avais pas assez de revenus pour vivre en tant que make-up et j'avais une peur bleue de me retrouver dans la galère. Et ce jour-là, avec une amie, je suis allée les récupérer. Alors ça, c'est un exercice très connu très connu. C'est le chèque d'abondance. C'est tu prends un chèque et alors moi je l'ai fait en plusieurs versions pour me donner vraiment toutes les chances. Mais c'est pas pour toi. Tu veux manger mon oseille? Mais tu veux... Non, ça, c'est... Oh, non, mon amour, mais je filme. Mon cœur, mon amour, mon amour. Oui, tu veux que je m'occupe de toi? Tu veux que je joue avec toi, que je fasse des câlins? Mais mon amour, tu peux venir sur ma vidéo si tu veux. Ah, j'ai fou rire. Je disais donc, j'ai fait mes chèques d'abondance et je me suis fait un chèque à moi-même de 10 millions d'euros. Et pareil là-dessus, je me suis fait 10 millions d'euros aussi. Donc rendez-vous dans 20 ans les gars, on verra si j'ai réussi ou pas. Et vraiment, hein, ce jour-là, j'ai vraiment eu un déclic. Et depuis, je n'ai plus eu jamais cette angoisse ou cette pensée ou cette crainte de «et si j'échoue?» Alors qu'aujourd'hui, ma situation quelque part, elle est plus juste qu'avant parce que ça fait 5 ans que je suis maquilleuse. Pôle emploi, j'en ai plus du tout. Donc là, ma reconversion, mon changement de métier, il est uniquement sur... Enfin voilà, je n'ai pas d'aide, c'est entre moi et moi-même. Et là où la situation du coup financièrement est un peu plus juste qu'avant, mais j'ai aucune crainte, aucune angoisse. Je sais que ça va aller, je sais que ça va marcher pour plein de raisons. Parce que j'ai mûri, j'ai grandi, parce que je sais que l'activité vers laquelle je me dirige, c'est l'activité que je suis censée faire. C'est au fond de moi, je crois vraiment que la raison pour laquelle j'ai vécu toutes ces choses dans mon enfance et dans mon passé de façon générale, c'était pour pouvoir apprendre de tout ça et transmettre ce que j'ai appris. Parce que je trouve que je m'en suis vraiment très bien sortie et que j'ai beaucoup à transmettre. Tout ça pour dire que la prise de risque, elle est impressionnante au début et c'est vrai. Et c'est pour ça que vous devez avoir un super bon entourage autour de vous. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. À l'époque, j'étais salariée, donc je suis devenue maquilleuse freelance. Je sais que j'avais des amis qui, autour de moi, quand je parlais du fait que être salariée, je le vivais mal et tout, c'était bah oui, mais c'est comme ça, tout le monde le fait, faut bien payer ses factures. Écartez-vous de ces personnes-là. Si je l'avais écoutée elle, aujourd'hui, je sais pas du tout où j'en serais, mais je serais extrêmement malheureuse et vraiment pas dans un bon état. Donc attention, et ça va être dans les points suivants que je vais aborder parce que ça fait partie d'un changement de vie de façon générale réussi, ça va être entourage, attention à qui vous entoure. Mon quatrième conseil, c'est de voir vos erreurs comme des leçons.
Une réussite n'est pas possible sans échec. Et je mets bien des guillemets au mot échec parce que pour moi l'échec n'existe pas. Il existe dans l'unique cas où tu n'as pas appris la leçon, que tu n'as pas su rebondir. Là oui, on va parler d'échec et c'est relatif parce que l'échec peut être à court terme, mais pas forcément à long terme. On peut être dans le déni pendant un court moment et retirer ses œillères un peu plus tard. Donc tout est relatif. C'est pour ça que moi et le mot échec, j'ai vraiment beaucoup de mal avec. Et quand une personne parle d'échec ou utilise le mot échec, je me dis toujours attention, elle voit pas les choses de la bonne façon. En France, on a tendance à punir l'échec alors que l'échec est plutôt encouragé chez nos voisins anglo-saxons. Comment on peut apprendre si l'on ne se plante pas? Pour courir, il faut marcher avant. Et forcément, tu vas trébucher un petit peu, mais c'est normal. Pour changer de métier, ou pour toute façon générale dans la vie, et c'est pareil. Si vous voulez réussir dans votre vie professionnelle, il va falloir vous casser un petit peu la figure avant. Parce que ces moments-là vous permettent d'apprendre beaucoup de choses. Les erreurs relationnelles, les erreurs interprofessionnelles, les limites que l'on n'a pas assez ou que l'on a trop posées, ce que l'on pensait aimer et que l'on n'a pas aimé, les choses que l'on a pensé bien faire et dans lesquelles on s'est trompé, le manque de vision, le manque de conscientisation, le manque de connaissances. Si vous voulez entreprendre ou changer de métier, vous allez devoir passer par ce que les Français appellent l'échec. Personnellement, les échecs, je préfère les appeler des apprentissages. Il n'y a pas d'autre école que l'école de la vie pour l'entrepreneuriat. Mon cinquième et avant-dernier conseil, c'est de revoir sa relation à l'argent. Souvent, les personnes, en France notamment, ont une mauvaise image de l'argent, ce qui entraîne une mauvaise relation avec l'argent et en général peu d'abondance financière. L'argent n'est pas un but. L'argent est un outil, est un moyen qui va permettre d'accéder à des envies, à des rêves, à des projets ou de façon générale des objectifs. Il ne doit pas être considéré comme une fin en soi car c'est là où déjà on n'a pas la bonne vision des choses. Il est également nécessaire de revoir ses croyances autour de l'argent car aujourd'hui on pense qu'il faut travailler extrêmement dur pour gagner de l'argent, ce qui n'est pas forcément le cas, ou du moins pas de la façon dont on s'imagine. Il existe des livres qui permettent de changer sa relation à l'argent et son état d'esprit par rapport à l'argent et du coup favoriser la libération et l'abondance financière. C'est des bouquins que j'ai lus et Dieu merci que je suis heureuse de les avoir lus parce que ce qui était une évidence pour moi, mais j'avais l'impression que c'était que pour moi, et en fait j'ai retrouvé à peu près les mêmes notions dans les livres, donc j'étais vachement contente de me dire yes, je suis pas la seule à voir la vie comme ça. Et je me suis rendu compte qu'en fait, l'argent, être riche, c'est plus une question d'état d'esprit que de compte en banque. Crois-moi que tu peux être plus riche que ton voisin, même si tu as moins sur ton compte en banque actuellement. Ce qui va faire la différence, c'est ta façon de penser et de voir les choses encore une fois. Inconsciemment, si vous pensez ne pas mériter d'argent, votre subconscient agira en fonction de cette croyance et il vous maintiendra inconsciemment dans des schémas, des actions, des situations, des comportements qui vous feront confirmer le fait que vous ne méritiez pas d'argent ou que ce soit dur d'en gagner ou que c'est réservé qu'aux autres ou peu importe la croyance que vous pouvez avoir en vrai sur l'argent. Il y a plein d'autres croyances que le fait de croire qu'on ne mérite pas de gagner de l'argent. Et quelle que soit cette croyance-là, au final, si vous ne la travaillez pas, vous allez rester au même stade. Il faut comprendre que le cerveau, il pense en mode survie. Ce qui est important pour votre cerveau, c'est que votre corps physique soit en sécurité. Par conséquent, tout ce qui va être inhabituel pour lui, que ce soit en termes d'action, de pensée, de comportement, d'alimentation ou autre, si c'est pas habituel pour lui, il va percevoir ça comme un danger parce que vous allez changer votre façon d'être. Donc qui dit changement dit quelque part la mort, toujours du point de vue du cerveau. Pour lui, c'est la mort et ce qui est important, c'est de vous garder en survie. C'est pour ça que c'est dur de changer, que c'est dur de sortir de sa zone de confort. Parce qu'on a notre ego en fait qui va venir nous dire non, stop, tu es très bien là, tu en es où tu en es. C'est pour ça que certaines personnes sont parfois dans des situations de vie compliquées dans lesquelles elles ne sont pas heureuses, mais qu'elles y restent parce qu'elles n'arrivent tout simplement pas à en sortir à cause de leur cerveau. Et là, c'est super important de travailler sur le subconscient et les programmations et les croyances et les forces et les schémas, bref. Parce que sinon, vous allez vivre une vie malheureuse toute votre vie et bonjour l'état de santé quand tu vis une vie que tu n'as pas envie de vivre. Donc attention à votre subconscient qui, parfois, peut vous amener à la pauvreté. Être pauvre, je l'ai déjà dit, c'est vraiment une question d'état d'esprit. On peut être riche sans avoir d'argent en banque,
C'est mon cas par exemple, je sais que je suis riche, que mon argent est là et que je suis en train de m'en approcher. Par conséquent, en fait, ça guide mes actions, ça guide mon énergie, ça guide ma motivation au quotidien pour pouvoir accéder matériellement à cet argent d'une manière ou d'une autre. Et c'est là ensuite qu'intervient la magie de la vie dans l'équation, c'est l'univers vous apporte ce que vous demandez. Pas toujours sous la forme que vous avez imaginée, mais il répond toujours à nos prières d'une manière ou d'une autre. La vie avance vers vous si vous avancez vers elle. Et là, du coup, j'en profite pour vous dire attention à ce que vous croyez et à ce que vous pensez. Si vous pensez que vous allez finir malheureuse, pauvre et seule, et que vous ne faites rien pour changer ça, ça va être le cas. La pensée est créatrice. Faites super attention aux choses que vous vous dites et faites attention avec les choses avec lesquelles vous vous nourrissez aussi. Faites donc attention aux pensées que vous avez. Se débarrasser de ces croyances limitantes. Là, vous voyez, ça rebondit un petit peu sur ce que je disais juste avant. Les croyances limitantes sont toutes les choses que l'on pense être vraies à propos de nous-mêmes, du monde, de la vie ou des autres. Par exemple, je ne pourrais pas réussir car je n'ai pas de diplôme, je ne pourrais jamais guérir, je ne pourrais jamais changer, c'est trop dur, il faut travailler dur pour être riche, c'est une maladie qui se ne guérit pas, je serai malade à vie. Ma mère a eu le cancer, je l'aurai également. Il faut avoir un problème pour faire du développement personnel, etc., etc. Toutes ces croyances vont venir interférer dans votre vie et vous limiter dans votre développement personnel, qu'il soit conscient ou non. Et par conséquent, dans votre capacité à changer de carrière et à réussir, tant qu'à faire. Ça rejoint le point précédent. Vos croyances auront un impact positif ou négatif sur votre état d'esprit. Mes croyances limitantes, elles vous donneront une mentalité de perdant, une mentalité de victime, tandis que des croyances dites positives, comme je suis capable de les réaliser car je m'en donne les moyens, vous donneront un mental d'une personne qui va gagner, qui va réussir. Le fait de changer une croyance limitante en une croyance positive va également changer la petite voix qui vous parle à l'intérieur de votre cerveau. Cette petite voix-là, elle est hyper vicieuse. Ça peut être votre meilleur ennemi ou votre meilleur ami. C'est vous qui décidez. Même si vous ne vous donnez pas encore les moyens à l'instant T, adopter cette croyance-là, ça va encourager votre petite voix interne à vous soutenir dans les moments difficiles. Il est donc essentiel de travailler sur le subconscient avec des affirmations pour vous aider à changer votre discours interne. Ça fait partie de la reprogrammation neuronale. Le conseil suivant, c'est n'écoutez pas les autres, ils vous transmettent leur peur. Nos proches veulent le meilleur pour nous. Enfin, normalement. Mais ce sujet sera abordé dans une autre vidéo. Les seules personnes que vous devez écouter, c'est vous-même et celles qui sont là où vous aimeriez être, ou celles qui vous inspirent, celles qui sont des modèles ou des mentors pour vous. Ils auront bien plus de chances de vous servir que les idées ou les préjugés que vos proches pourraient avoir sur un domaine qui leur est totalement inconnu. Entre méconnaissance, ignorance, préjugés et craintes personnelles, il y a peu de chances que votre entourage puisse vous soutenir sans vous freiner en même temps. Et c'est normal, ils ont peur pour vous. N'oubliez pas que le but du cerveau humain, c'est la survie. La survie est une zone de confort et de sécurité. Vouloir la changer, c'est se mettre en danger. Et ça peut être impressionnant ou incompréhensible pour ceux qui nous entourent, en particulier notre famille et les générations qui nous précèdent. Il y a un tel écart sociétal et de principe entre elles et nous que nos décisions de vie peuvent leur sembler être des caprices de nos générations, alors qu'en réalité c'est juste vital pour nous. Et si nos bases ne sont pas solides et ancrées, il est risqué de laisser ces énergies et cet état d'esprit nous affecter. Il est préférable de ne pas trop raconter ce que l'on fait à nos proches. On garde les choses pour nous-mêmes ou pour les personnes qui sont en mesure de les recevoir de façon objective et positive, neutre, et on va laisser le succès parler à notre place. Et ça, je sais que ça peut être quelque chose de très compliqué, mais n'oublie pas qu'il n'y a que vous qui pouvez savoir ce qui est bon pour vous et pas les autres. Le nombre de fois où j'ai dit des choses à ma famille et qui m'ont dit le contraire, et je ne les ai jamais écoutées, et tant mieux, heureusement que je les ai jamais écoutées, parce que si j'avais écouté ma famille, je serais salariée, j'aurais pas de chien, je me ferais chier dans ma vie, j'aurais une vie de merde, faut se le dire. Donc, attention à qui vous écoutez. On en vient enfin à mon 5e conseil. Le 5e conseil, ça va être de bien se renseigner autour de soi sur le métier ou le domaine en question qui vous intéresse. Donc là, on quitte un petit peu l'aspect dev perso état d'esprit pour partir sur un conseil pratique mais basique. Mais il est important ici. Parce qu'entre fantasme et réalité, il y a parfois un gouffre. Bien, renseignez-vous bien en amont sur le domaine d'activité qui vous intéresse ou qui vous fait rêver.
Regardez des reportages, des témoignages, des vidéos, lisez des livres, des articles, écoutez des podcasts, contactez des personnes dont c'est le métier, que ce soit sur les réseaux sociaux ou autres, pour leur faire part de votre intérêt pour ce métier-là et leur demander quelle est la réalité de cette activité pour eux. Il peut y avoir une grande différence entre l'image que l'on souhaite donner et ce que l'on vit réellement. Ce qui peut être désillusionnant si vous avez choisi ce domaine pour de mauvaises raisons. D'où l'importance de bien se connaître. Enfin, the last but not the least, mon 6e conseil, après 1 heure de vidéo. Croyez en vous-même et faites confiance en votre intuition. Oui, c'est un petit peu redondant avec l'un des conseils que je vous ai donné en début de vidéo ou en première partie de vidéo, mais il est tellement important, pour moi c'est le plus important. Si vous voulez réussir votre changement de carrière ou tout autre dans votre vie, croire en vous et ressentir que cette vie-là est possible pour vous, c'est capital. Peu importe le nombre de personnes qui ont pu lever les yeux lorsque vous avez parlé de votre projet ou qui vous ont dit que c'était impossible, ce ressenti ou cette sensation en vous n'a jamais failli et que même quand on vous disait ces choses-là, elle était encore plus forte. Et pour moi, là, je parle vraiment de la foi, mais de la foi avec un grand F. Donc, c'est pas une foi religieuse, c'est juste une foi en soi, en la vie, de savoir que ce qui nous attend, ça va être ça, qui vous dit qu'il y a autre chose pour vous, qui vous attend, qui vous appelle, même si vous ne savez pas ce que c'est. Encore une fois, je reprends mon exemple. Il y a 10 ans, le maquillage, ça m'intéressait pas, et coach chez thérapeute, ça me semblait hors de portée. Et pourtant, depuis mon adolescence, je sens cette chose en moi. Cette chose qui me pousse à donner et à montrer ce que j'ai en moi. Cette sensation que la vie qui nous est proposée ne suffit pas, que je peux faire mieux, que je peux faire plus, qu'il y a des choses plus significatives et plus importantes à faire ou à réaliser. Que ce n'est pas seulement l'argent, et le paiement des factures qui comptent, mais que vivre est la chose la plus importante à vous. Pour conclure cette longue vidéo, vous avez maintenant quelques pistes de travail à explorer, à la fois interne et externe, pour vous aider à bien entreprendre ce changement de vie professionnelle. Moon veut manger mon micro. Ce que je veux vous dire, le mot de la fin, c'est que sachez qu'il est bien plus fatigant et usant de vivre une vie qui ne nous convient pas que de vivre une vie qui nous convient, même si elle demande quelques petits efforts. Abonnez-vous à la chaîne si vous aimez ce type de contenu. Dans la prochaine vidéo, je parlerai de comment avoir le courage pour changer de métier et je partagerai également ma propre expérience passant de salariée à maquilleuse à coach de vie, entrepreneuse. À bientôt!